Bonjour, bonsoir à vous tous et merci encore une fois d'être si nombreux à regarder un œil sur l'actualité. C'est un nouveau numéro de l'émission pour le compte de cette semaine, semaine de la Nativité. Ce dimanche, c'est le souvenir de la naissance du Christ Sauveur et j'en profite pour souhaiter une très joyeuse fête de Noël à toutes les familles et que la paix règne dans ces familles. Nous, dans cette émission, nous reprenons naturellement notre aventure. Vous vous en rappelez, la semaine dernière, nous avons dû faire un break pour parler un peu religion. La politique reprend ses droits dans un œil sur l'actualité. Et dans cette émission d'aujourd'hui, je reçois Patrick Abalo Edem Atanti, le secrétaire national aux affaires politiques de l'Alliance nationale pour le changement. Bonsoir, monsieur Atanti. Bonsoir, monsieur Nyawi. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et avec vous, nous allons faire le tour de quelques questions, notamment cette information qui a circulé faisant état de ce que les membres de l'ANC qui étaient à la CENI et qui avaient été renvoyés, on peut le dire comme ça, exigent de revenir au sein de cette instance. Mais nous parlerons aussi de la décentralisation puisqu'un atelier sur le sujet a eu lieu du 6 au 8 décembre dernier. Nous verrons la position de l'Alliance nationale pour le changement sur les propositions faites par le gouvernement. Il sera également question de la grève des 4 syndicats de l'enseignement. Qu'est-ce que l'ANC propose pour une sortie de crise? Et puis également vos questions qui sont arrivées via Facebook. Je les poserai à mon invité. Vos commentaires également seront lus pour alimenter le débat. Monsieur Atanti, alors nous sommes dans la fête de Noël ce dimanche. C'est le 25 décembre. C'est d'ailleurs rare qu'un œil sur l'actualité tombe sur un 25 décembre. Quels sont vos vœux à l'occasion de cette célébration? Et en même temps les vœux de fin d'année parce que probablement c'est la dernière fois que je vous reçois pour 2016. Oui. Mais je vous remercie, monsieur Nyawi, de m'avoir permis de m'adresser aux compatriotes dans les conditions difficiles que vivent les Togolais aujourd'hui, parce qu'il n'est plus à démontrer ce que les gens vivent chez eux. Dans la rue, dans les maisons, en ville, au village, il suffit que vous soyez un bon observateur pour que vous sachiez ce qui se passe. C'est la misère. Difficile de joindre les deux. Nous voici encore pratiquement au terme de l'année et je ne peux que souhaiter le courage et la patience aux Togolais. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est de ça qu'il s'agit. Mais à force de croire à l'existence du Seigneur, Dieu sait faire tout. Et quand il intervient dans la vie de l'homme, je crois que les choses s'améliorent. Donc je demande aux compatriotes d'avoir foi au Seigneur et que même quand les gens disent qu'on se confie un peu trop au Seigneur, mais je crois qu'on n'a pas de choix. Et c'est le Seigneur qui gère tout. Et le moment venu, je crois qu'il saura quoi faire. Et je souhaite heureuse année et bonne fête de Noël à nos jeunes frères, à nos enfants. Et heureuse année à tous au Togo. Merci beaucoup, vos vœux nous vont tout droit au cœur. On va revenir à ce que je disais à l'instant. Et là, je n'oublie pas la chaîne du futur. Naturellement. Ah oui, c'est un effort qui a été fait. Ce n'est pas pillons les rues et mettre sur pied une maison de la télévision. Je sais ce que ça coûte. Énormément. Et il faut avoir courage pour s'y engager. Et je vous souhaite aussi le courage et que Dieu nous bénisse. Merci, on en profite pour tirer chapeau aux promoteurs de cette scène. Alors, je reviens à cette information dont je viens de parler, qui a circulé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, j'ai reçu copie via Éric Dupuis, qui est votre responsable de communication. C'est que les membres de l'ANC, dont vous-même, vous êtes, il faut le rappeler, le vice-président de la commission communication, de la commission électorale nationale indépendante, et on peut le dire, vous avez été viré de cette commission et aujourd'hui vous exigez votre retour. Est-ce que vous confirmez l'information? Oui, nous confirmons l'information. Vous n'êtes pas sans savoir que juste au lendemain de la dernière élection présidentielle, et pendant la proclamation des résultats,
il y a eu un problème à la CENI dans la compilation des résultats. Et il fallait suivre les normes que nous nous sommes fixées, c'est-à-dire les tests que nous nous sommes fixés. Mais malheureusement, l'article 103 du Code électoral et les procédures que la CENI même s'est donnée par rapport à la compilation des résultats, et ce que nous appelons une note de service sur les procédures de la compilation des résultats à la CENI, n'a pas été respectée. Ensuite, l'accord politique du comité d'accompagnement comment vous appelez ça, la francophonie, vous vous rappelez le général Siaka Sangaré qui était là. Donc le comité d'accompagnement a fait un travail avec le gouvernement et ils ont signé un accord politique. Et cet accord politique qui dit qu'il fallait faire la compilation des résultats bureau de vote par bureau de vote à partir de ces procès-verbaux. Donc ces trois tests n'étant pas respectés, qu'est-ce que nous devons faire nous autres? Nous avons contesté cette manière de compiler les résultats. Alors, nous sommes rentrés, le lendemain, nous revenons à notre job, et nous constatons que les militaires et les gendarmes qui étaient à l'entrée de la CENI nous ont dit que nous n'avons plus accès à la CENI. Alors, voilà comment ça a commencé. Et bientôt 2 ans, nous sommes restés dans cette situation. Vous voyez, c'est dommage que là où le bas blesse, mais il faut le dire, parce que à défaut de le dire, c'est que nous continuons avec les mêmes tares. C'est-à-dire que là où le bas blesse, comme je le dis, qu'est-ce que l'armée vient chercher à la CENI? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de sécuriser les lieux? Ouais, l'armée... C'est une institution sensible. Je vous en prie. L'armée n'a pas le droit de demander aux membres de la CENI, en pleine activité, de ne pas rentrer à la CENI. Elle a reçu des ordres. Elle a reçu les ordres de qui? De vos responsables non, de la CENI. Non. Les militaires nous ont dit que l'ordre venait d'en haut et que l'ordre venait du chef d'état-major des forces armées. Les militaires vous ont dit ça? Bien sûr. Les militaires nous ont dit ça. Alors, qu'est-ce que les militaires pour lesquels les déclarations qui se font souvent ne doivent pas s'impliquer dans les affaires politiques, qu'est-ce que les militaires ont à s'impliquer dans une affaire politique et puis encore dans le recensement des votes d'une élection présidentielle? Vous voyez, la situation est si délicate et dramatique que, dans ces conditions, la CENI perd son pouvoir d'institution indépendante. Et nous avons adressé cette lettre-là parce que le temps avance. Et nous avons une étape constitutionnelle, les législatives qui sont en 2018. Il faut en moins 12 mois pour préparer les élections. Et ce qui est encore grave, c'est que quand nous sommes partis, en principe, il y a des activités post-électorales qui n'ont pas été faites. Il y a des activités pré-électorales qui doivent démarrer. Nous savons à quel niveau ils se trouvent. Mais dans les conditions actuelles même, c'est que, en notre absence, tout ce qu'ils font là-bas à la CENI est nul et de nul effet. Parce que, lorsqu'on nous empêche l'interdiction d'entrer à la CENI, viole les tests de la CENI. Parce que, monsieur Niaoui, c'est dommage, la loi a prévu ce qu'on appelle l'immunité du commissaire à la CENI. Pourquoi nous sommes à la CENI, nous, partis politiques? Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi nous sommes à la CENI? Nous sommes à la CENI pour que les citoyens, pour que les concurrents aux élections, pour que les électeurs aient confiance à la CENI. Bien sûr. Nous sommes à la CENI pour travailler de manière à ce que les élections s'organisent dans l'équité. Alors, si maintenant on nous empêche d'être là, quelle confiance peut-on avoir à la CENI? La loi a prévu, je vais vous lire cet article-là, l'article 17 du Code électoral. Le premier alinéa. Si nous sommes à la CENI, la loi dit ceci: les membres de la CENI ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises
ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Bon, là, ce n'est pas le cas. C'est le cas? Non, vous n'avez pas été arrêté, vous n'avez pas été détenu, nous sommes poursuivis. Pas été poursuivis. Nous sommes poursuivis. À partir du moment, oui, mais à partir du moment où, non, pas nécessairement la justice. Oui, donc vous n'êtes pas poursuivi. Attention. Mais alors, qu'est-ce qui est fait? Là, parce que à l'époque, c'est vrai qu'on avait abondamment débattu de cela. Je me rappelle, j'avais reçu l'actuel ministre de l'administration territoriale, qui était membre de la CENI, qui a dit tout ce qu'on attendait de vous, les 5 qui étaient partis, c'est que vous présentiez vos excuses, parce que vous auriez violé le serment et les tests de la CENI et le code électoral. Mais pourquoi la loi prévoit? D'abord, vous êtes là, c'est pour la transparence. Si nous sommes là en tant que parti politique, c'est pour amener à la transparence. Alors, si les gens ne veulent pas aller à la transparence, qu'est-ce que vous faites? La loi nous autorise à protester, à contester. Bon, ça c'est votre version des faits. Non. Mais là, vous êtes 17 membres de la CENI. Oui. Donc, pour 11 personnes, vous êtes 5 contre 11. Hein? Parce qu'il y a 11 qui sont là. 12, pardon, qui sont là. Vous 5, hein, vous seuls vous dites que ça va mal, mais 12 disent que ça va bien. Mais je vous dis ceci. Les tests sont clairs. Hein? Pour prendre une décision à la CENI, il faut nécessairement la réunion de l'Assemblée plénière. Et vous constatez que les membres de la CENI sont présents qu'à la réunion, c'est-à-dire après avoir convoqué, selon les tests, tous les membres, et que le jour de la réunion, à l'heure où la réunion doit commencer, c'est en ce moment, c'est in situ, que vous constatez l'absence des membres. Mais si les membres ne sont pas convoqués, vous avez une présence ou bien une absence virtuelle. C'est une absence virtuelle ou bien imaginaire. Cela veut dire que pour toute assemblée plénière qui se tient aujourd'hui, c'est dans l'illégalité parce que tous les membres de la CENI n'ont pas été convoqués. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oui, la présence des membres à l'assemblée plénière est constatée le jour de la réunion de l'Assemblée plénière et à l'heure où les réunions doivent commencer. Mais à partir du moment où tous les membres de l'Assemblée plénière ne sont pas convoqués régulièrement par rapport au règlement intérieur et par rapport au code électoral, cela veut dire que toutes les assemblées qui se tiennent sont des assemblées fictives et illégales. N'empêche que pour le moment, ces assemblées se tiennent. Alors, vous, qu'est-ce qui vous empêche de présenter simplement vos excuses et de réintégrer les rangs? Même si vous ne le faites pas publiquement, hein, on s'imagine que si vous allez vers vos autres collègues et leur dites que bien que vous vous excusez pour le comportement, on passe l'éponge sur cette affaire. Mais quel comportement, M. Niaoui, par exemple? Ce qu'on vous reproche, d'avoir violé les tests. Quel test j'ai violé? D'avoir violé votre serment. Mais quel serment? Le serment me dit de dire la vérité. De dire non quand ça ne va pas. De dire non quand on viole la loi. C'est ce que me dit le serment. Mais j'ai dit non parce qu'on a violé l'article 103. L'accord politique et le règlement intérieur de la... Maintenant, à l'espèce, s'il vous plaît. À l'espèce, l'interprétation, elle est autre. Hein? Non, elle ne peut pas être autre. Ce que je dis... Par rapport à ceux qui vous ont viré... Non. Ça là, c'est un coup de force. C'est un coup de force. Je peux vous dire que nous demander de nous excuser, ça, c'est nous demander de perdre notre personnalité. Ah bon? Parce que, en réalité, il faut être exemplaire. Il faut respecter, il faut faire l'effort de donner des exemples de respect de valeur. La valeur, dans la vérité, hein, dans l'honnêteté d'un homme. Me dire d'aller m'excuser, c'est nier que je me suis trompé en protestant contre les fraudes qu'ils ont organisées. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Finalement, si c'est pas pour demain, votre intégration, votre réintégration n'est pas pour demain. S'il vous plaît, il faut démontrer aux gens qu'ils ne respectent pas les tests. Moi j'ai lu le courrier qui a été envoyé à la CENI et j'avoue que ce qui m'a surpris, c'est le mot « exige » qui était mis dans le courrier. Je me demande, est-ce que vous êtes en position d'exiger? Oui, parce que nous avons le droit. Nous sommes avec le droit. Le droit... La loi est avec nous. La loi est avec nous. Le code électoral est avec nous. Les accords politiques sont avec nous. La note circulaire que nous nous sommes donnée, nous-mêmes à la CENI, est avec nous. Et puis, nous sommes
commissaires de la CENI assermentés. Nous avons prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Il n'appartient pas à un individu, quel qu'il soit, parce que, ayant les moyens de s'imposer et que nous, on revient dessus, ce n'est pas possible. Des gens qui ont violé la loi sur toute la ligne demandent à ceux qui sont dans le droit, qui respectent le droit, d'aller s'excuser. On ne le fera pas jamais. Comment se fait-il qu'il n'y a que 5 qui disent être dans le droit et que 12 disent que vous n'êtes pas dans le droit? Ça ne veut rien dire. Un peut être dans le droit et que 16 peuvent être dans le non-droit. C'est une affaire de responsabilité. Mais est-ce que les choses aussi ne se passent pas comme ça parce que cette CENI est fortement politisée? Mais je vais vous dire ceci, avant de faire ça. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est les forces armées qui ont créé ce problème à la CENI. Mais quand vous êtes militaire, même quand vous intervenez pour la sécurité de certains lieux, mais qu'est-ce que vous allez aller chercher dans les salles, dans les couloirs? Qu'est-ce que vous allez aller chercher dans les salles de la CENI, dans les couloirs de la CENI? Et qu'est-ce que vous allez aller chercher avec cagoule lorsque le militaire est encagoulé? Alors, vous ne voyez pas que c'est des dispositifs d'enlèvement ou bien d'assassinat? Heureusement, personne n'a dit non. En fait, c'est des dispositifs qui amènent les forces armées à poser un acte. Bon, mais là, on a vu quand même durant ce moment des forces armées exemplaires, ils ne sont jamais intervenus dans le processus. On sait ce qui s'est passé, par exemple, en 2005 avec les forces armées dont vous parlez. Là, ils ne sont jamais intervenus. Ils ont sécurisé les lieux. Il n'y a pas eu de grabuge. Les élections sont bien passées. Aucune goutte de sang n'a été versée. Dieu merci, le pays avance. Mais ils nous empêchent de rentrer pour faire le travail. Parce que peut-être ils ont reçu l'ordre de vos collègues. Eux, ils doivent respecter l'ordre qu'on leur a donné. C'est la discipline avant tout dans l'armée. J'ai dit tout à l'heure que personne, et même le président de la CENI ne peut prendre une décision sans l'assemblée plénière. Personne. Et aucune assemblée plénière n'a siégé pour la prise d'une telle décision. Ce n'est que 9 jours après. Ce n'est que ça dit que la chose s'est passée le 29 avril. Ce n'est que le 7 mai que certaines assemblées plénières de la CENI s'est réunies pour entériner, pour endosser la décision que une décision que le chef d'état-major général des forces armées aurait prise. Ça, c'est vous qui le dites. Bien sûr, puisque c'est ce que... On n'a aucune preuve. Puisque c'est ce que les gendarmes... Je le dis, puisque c'est ce que... On ne sait même pas quel militaire vous aurait dit ça. Mais eux-mêmes... Il y a eu des militaires... Parce que eux, par exemple, dans leur fonctionnement, ce que nous en savons, ils reçoivent un ordre et ils l'exécutent. Ils n'ont pas à justifier pourquoi ils font ça. Au fait, nous avons demandé qui a donné l'ordre. Ils nous ont dit que ça vient d'en haut. Puisque si c'est les collègues... Et ils vous ont dit que ça vient du chef. Ils nous ont dit que ça vient d'en haut. D'en haut, ça veut tout dire. Nous avons insisté, s'il vous plaît. Non, nous savons que le chef de l'État aussi peut le faire. Mais nous avons demandé de quel en haut. Ils ont dit le chef d'état-major des forces armées. C'est ce qu'ils nous ont dit. Bon, maintenant on en est là. Bon, je n'ai pas encore fini. Oui. J'allais expliquer cette partie. C'est-à-dire que à partir du moment où la CENI n'a pas siégé pour prendre une décision pareille, et que c'est 7 jours après que la CENI endosse la décision qui a été prise par une personnalité qui n'est pas membre de la CENI, mais ils ont violé les tests. Ils ont violé les tests. C'est-à-dire que les collègues se sont vus marcher dessus, entériner une décision que vous n'avez pas prise, endosser une décision que vous n'avez pas prise, et c'est très grave. Donc, il est normal que nous leur demandons de réviser leur décision. Maintenant, je vous demande, est-ce que tout cela ne se passe pas parce que nous avons une CENI trop politisée? Bon, je vais vous dire ceci. Vous reconnaissez qu'elle est politisée? Non. Parce que chaque parti va défendre son camp. Ce n'est plus le travail technique qu'on attend de cette CENI qui est fait, mais chacun veut tirer le drap de son côté. Je vais vous dire ceci. J'ai appris même des gens dire la création d'une CENI technique. Oui, le chef de l'État l'avait annoncé. Il n'y en a pas. Et c'est en bonne voie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de CENI technique. Est-ce que c'est si vous voulez, il ne peut même pas avoir de CENI technique. Vous avez vu le Ghana? Le Ghana, oh là là.
je suis bien placé. Au Ghana, par exemple, le président de la CENI est à vie. Ils font un travail impartial. Je suis bien placé pour parler des différents CENI qui existent dans les différents pays. Je suis bien placé pour dire. Le Ghana a des représentants politiques dans la CENI. Bien sûr. Citez-moi un exemple de CENI technique dont vous parlez. C'est imaginaire. Il n'y a pas de CENI technique, il n'y a pas de CENI dans laquelle il n'y a pas de représentant de parti politique. Dans ces conditions, le bon sens vide les lieux. Le bon sens vide les lieux parce que ce serait une structure, bien sûr, dans ces conditions, ce serait une structure unilatérale. Je dis bien le bon sens vide les lieux. Les représentants politiques amènent tous les membres à faire pression sur eux-mêmes et à respecter les tests. En l'absence des représentants politiques, ça, c'est le travail à la volo. Donc, parler aujourd'hui... Il n'y a pas de CENI technique. Non, c'est purement... Non, c'est imaginaire. C'est imaginaire. Il n'y a jamais de CENI technique. Ce qu'on fait dans les CENI, mais tout ça là, c'est la faute au gouvernement. Hein. Ce n'est pas la faute de XY. C'est le gouvernement qui veut toujours faire une loi électorale taillée sur mesure. Une loi électorale qui lui permet de manipuler les membres de la CENI. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, dans toute la sous-région aujourd'hui, ce n'est qu'au Togo que vous avez une CENI qui fait 1 an et jusqu'au renouvellement de la CENI. Vous voyez, dans tous les pays qui ont une CENI, les gens sont à 5 ans. Le mandat de la CENI, c'est 5 ans, 6 ans. Au Ghana, le président, il est là. C'est 5 ans, 6 ans. Alors, vous avez des activités post-électoraux, les activités pré-électoraux et les activités post-électorales, les activités pré-électorales et les activités électorales. Ben, je vous assure, M. Niawi, que je ne vois pas d'institution dans laquelle les membres se démerdent. Que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la HAC, le travail que le membre de la CENI fait, il n'y en a pas. Donc, il y a tellement du boulot à faire, mais le gouvernement pense que on ne peut que créer la CENI sous cette forme pour lui faciliter la manipulation des hommes. Donc, c'est pour vous dire que parler d'une CENI technique, ça n'existe pas. Si vous voulez, vous pouvez nous inviter sur un débat sur la création des CENI techniques et nous serons là à vous donner les précisions sur de quoi il s'agit. Il n'y en a pas. La CENI peut avoir une structure que nous appelons le secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif est à l'intérieur de la CENI. Vous voyez, dans ce secrétariat exécutif, on peut recruter des experts et autres qui sont là pour prouver leurs compétences dans des domaines donnés. Mais toujours la prise de décision elle revient aux politiques. Voilà. Alors, je vais en venir maintenant aux questions de quelques internautes sur le sujet de la CENI. La question de Elom Konouche, il dit, ma question est celle-ci. Au vu de ce qui s'est passé tout récemment à la CENI, vous pensez que votre réintégration au sein de cette CENI changera quelque chose, surtout au décompte final dans les prochaines échéances électorales? En réalité, nous ne sommes plus à cette étape. Toujours est-il que tout le monde sait, tout le monde a vu comment la fraude a été organisée, comment la compilation des résultats a été faite à la CENI, à l'élection présidentielle de 2015. Maintenant, le reste, ce n'est pas pour nous membres de la CENI. C'est-à-dire que nous parlons du travail technique de la CENI. La question qui est posée revient à l'aspect politique. C'est-à-dire qu'il revient aux politiques de voir comment apprécier cet élément-là. Mais nous autres techniques à la CENI, quelles sont les activités post-électorales qui n'ont pas été réalisées, les activités préélectorales à réaliser tout de suite pour tomber sur la préparation des prochaines législatives. C'est ça qui nous importe. Il continue, hein, il dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ne pensez-vous pas qu'on doit lutter pour avoir un autre système de CENI? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut relire la loi et faire en sorte que la CENI soit une CENI permanente.
c'est-à-dire réellement permanente et indépendante. Une CENI de 5 ans, comme les gens le font un peu partout, et professionnalisée, parce que vous êtes là, vous allez au job, et vous n'avez plus d'autres choses à faire que d'être là pour faire le travail qu'il faut pour l'organisation des élections. Vous savez, il y a cet élément-là que les gens oublient, le recensement électoral. Oui. Le recensement électoral, ce n'est pas nécessairement à l'approche des élections qu'il faut faire un recensement électoral. Même à l'absence de l'état civil, il y a des procédures pour actualiser le registre national permanent des électeurs chaque année. Mais pourquoi le Togo ne le fait pas? C'est parce que cela n'a pas été intégré dans la loi électorale. Donc c'est pour vous dire que il faut réorganiser la CENI, il faut relire la loi, il faut réécrire le code électoral. Ça nous permettra de professionnaliser effectivement la CENI, que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Joël Alossé, il a posé beaucoup de questions. Il dit: bonjour monsieur, est-ce que la réintégration des membres de l'ANC dans la CENI, dont l'impartialité à mon avis ne peut pas être prouvée, va garantir la crédibilité des résultats des élections? Je crois que ça vous venez d'en parler tout à l'heure. D'accord. Il continue: est-ce que cela ne va pas créer plutôt une méfiance entre représentants de différents partis politiques, étant entendu que chacun est prêt à participer à la victoire de son parti, peu importe la manière? Non, au fait, il y a les tests. Là, ce qu'il dit, c'est le nœud du problème. Chaque camp qui est à la CENI veut que son camp gagne. Non, ça n'a jamais été comme ça. C'est-à-dire que les principes sont là. La loi annonce déjà les procédures. Hein? Il suffit de respecter les procédures, il n'y a pas de problème. C'est dans le non-respect, c'est dans la violation des procédures qu'il y a problème. Bon, les autres membres de la CENI qui sont là, est-ce que cela veut dire qu'on ne se salue pas dans la rue? Qu'on se retrouve? Vous n'êtes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais il y a des gens que depuis bientôt 2 ans, moi je n'ai plus jamais rencontré, que j'ai rencontré la dernière fois à l'atelier sur la décentralisation. Mais est-ce que nous ne sommes pas salués? Donc le problème, ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de tests. Apprenons à respecter les tests et puis il n'y a pas de problème. Mais les tests ne peuvent pas être là. Monsieur Atlantier, vous savez, ce qui me surprend aussi, c'est que l'ANC, au sein de cette CENI, n'est pas le seul parti politique de l'opposition. Pourquoi c'est vous qui toujours dites que les tests ne sont pas respectés, alors que les autres qui sont aussi là, qui sont de l'opposition, peut-être extra-parlementaires, ne disent rien? Vous croyez que nous sommes seulement de l'ANC à partir? Nous ne sommes pas que de l'ANC à partir. Les 5 qui sont partis. Ah non, il y a 3 de l'ANC. Le vice-président Amouzou Pedro, monsieur Jean-Jacques Teko, qui est rapporteur des finances, et moi-même, de l'ANC. Monsieur Sibabi Bouchou, le président de l'informatique à la CENI, il est de la CDPA. Monsieur Tchala Biaou, il est du PSR. Bon, ça c'est le même camp, hein, parce que c'est le même regroupement que vous représentez. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous avez parlé de partis politiques. Oui, bon, maintenant, j'en reviens au CAP. Bon, c'était sous la bannière du CAP, coiffé par l'ANC, on le sait très bien. Mais maintenant, les autres qui sont là, il y a les représentants d'autres personnes qui sont là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'ANC ne coiffe pas CAP. Non. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont devant, mais quand on voit ne serait-ce que la couleur du CAP 2015, c'est la couleur de l'ANC. Bon, là n'est pas le débat. Moi j'ai lu le commentaire que Jerry Tama a posté la dernière fois, c'était très clair. Hein? Au sein du CAP 2015, c'est l'ANC qui domine. Il était aussi... Ça veut dire que le débat n'est pas là. Maintenant, si on en revient au débat. Et les autres de l'opposition qui sont toujours, eux, à la CENI. Lesquels? Pourquoi il y a par exemple celui qui représente le CAR qui est là? Pourquoi eux, ils ne trouvent pas qu'il y a des violations? Parce qu'on sait que dans la composition de la CENI, il y a 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire, 3 pour la majorité extra-parlementaire, 3 pour la société civile et 1 pour l'administration. Maintenant, la majorité, enfin l'opposition extra-parlementaire qui est là, ne dit rien. Et l'administration fait quoi? Non, je vais vous répondre, c'est très simple. Hein. Vous savez, vous avez posé une très bonne question qui me permet de dire en réalité ce qui s'est passé. Vous citez tout de suite, sans le nommer, le représentant du CAR, monsieur Pakossi. Oui, c'est Pakossi. Non, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Et ensuite, le représentant de la société civile, monsieur Daté,
qui est aussi proche du cas. Oui. Ils ont fait le travail. Ils ont pris la position qu'ils ont décidé au sein de leur parti politique. Parce que à moi-même... Qu'ils ont décidé au sein de leur parti politique. Ouais, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. À moi-même, M. Daté a dit ceci. Je cite, quand vous avez décidé d'aller aux élections, alors que nous ne voulons pas qu'on aille aux élections, vous allez voir. Vous allez voir, mais c'est ce qu'ils ont fait. Il vous a dit ça. Moi personnellement, on ne m'a pas rapporté. Yao Daté n'est pas là pour contredire. Vous pouvez l'inviter. Il me l'a dit personnellement. Mais je l'ai rappelé. Ça veut dire quoi? C'est ça les conséquences. Vous allez voir, en pleine discussion, vous qui êtes le premier rapporteur, et représentant même de la société civile, lorsqu'il y a problème, il revient à ce représentant de la société civile de sortir peut-être de la mêlée et de dire, moi, je ne suis pas venu ici dans le cadre des partis politiques, je suis de la société civile. Quand tu tables, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que la loi dit? C'est ce rôle que M. Daté devait jouer. M. Daté n'a pas à quitter le groupe pour aller travailler et fabriquer un résultat avec... Vous dites qu'il vous a dit, hein, personne n'en a la preuve. Il m'a dit, je suis moi-même témoin. Il me l'a dit. Il n'y a que vous qui le dites. Mais j'ai informé les collègues. Et les collègues le savent. Et les collègues le savent. Donc s'il doit jouer un rôle de responsable de la société civile, c'était l'acte qu'il devait poser. Monsieur Daté n'a pas à quitter le groupe pour aller fabriquer des résultats. Ces résultats étaient fabriqués. Ces résultats étaient vraiment fabriqués. Bon, je continue avec la question de Joël Alossé. Il a une autre question, il en a beaucoup d'ailleurs. L'ANC pourra-t-elle faire le choix d'une CENI neutre, c'est-à-dire faire l'effort de faire un minimum de confiance au parti qui dirige? Il va falloir que quelqu'un commence à faire le premier pas dans la recherche de confiance. C'est-à-dire? Il demande si vous allez... l'ANC pourra-t-elle faire le choix d'une CENI neutre, c'est-à-dire faire l'effort de faire un minimum de confiance au parti qui dirige? Il semble qu'il y a une crise de confiance. Hein. Tant que c'est le pouvoir qui décide, tant que c'est le pouvoir qui prend une initiative, pour l'ANC, elle est mauvaise. En matière électorale? Je crois, hein, parce que sa question a rapport avec la CENI neutre. Je viens de répondre à cela qu'il n'y a pas de CENI neutre. Toutes les CENI sont politisées selon vous? Toutes les CENI sont politisées, même en France. Mais pourquoi on ne voit pas dans les autres pays ce qu'on voit ici chez nous? Mais puisque les gens ne veulent pas respecter les tests. On sait faire les tests et les gens ne veulent pas respecter les tests. Moi, je fais quoi là? Ils en sont conscients. La violation de tous les tests que je viens d'énumérer. Alors, on fait quoi? Donc, c'est pour vous rappeler que il n'y a pas de CENI neutre. Il n'y a pas de CENI technique. Ça veut dire qu'on sera toujours dans ce schéma, c'est ça? Non, au fait, en réalité... Finalement, peut-être qu'il faut abandonner l'idée de la CENI et confier à nouveau l'organisation de l'élection au ministère de la décentralisation, au ministère de l'Intérieur. C'est ça. Il paraît que c'est moins budgétivore d'ailleurs. Tout ça, c'est des histoires. Est-ce que la CENI, après les élections maintenant, ils ont fait un audit? Pas vraiment. Est-ce qu'ils ont fait un audit? Tout ça là, les milliards qui s'en vont, les milliards qui sortent, comment on peut contrôler? La loi ne l'a pas prévu. Comment on peut dégager des milliards et que le code électoral ne prévoit pas l'audit? Du moins, c'est l'audit interne et l'audit du gouvernement. C'est pour vous dire que en réalité, c'est nous-mêmes, c'est le gouvernement est responsable de tout ce qui se passe. À partir du moment où le gouvernement ne veut pas écrire des tests explicites, des tests explicites, le gouvernement veut cacher des choses et pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc tout ça là, ce n'est pas une affaire de l'ANC, mais c'est une affaire de responsabilité nationale. Lorsque vous voulez que ça marche, vous respectez les tests et les choses vont bien. Mais pourquoi dès le début il n'y avait pas de grabuge? Parce que tout le monde respectait les tests. Donc au total c'est qu'il n'y a pas de CENI technique ou bien de CENI neutre. Dans toute CENI, il y a toujours les politiques qui prennent les décisions. D'accord. On va, je crois... Je prends l'exemple du Togo. Le Togo,
pouvoir peut-il choisir pour composer une CENI aujourd'hui sans que ceux-là qui va choisir ne seront pas politiques? Bon, ça, il revient au pouvoir dans la décision. Ce n'est pas possible. On va continuer, hein, on va s'intéresser un peu plus à la formation politique ANC. C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec cette affaire de la CENI, mais il y a des questions qui concernent spécifiquement l'ANC elle-même que les internautes ont posées, notamment comment Amédée Amenyran. Lui, il fait un commentaire, il écrit, en tout cas le Togolais sait qu'il ne peut plus rien attendre de cette ANC. Nous allons prendre nos responsabilités au Togo et maîtriser notre destin. Réaction? C'est de la rigolade. Pourquoi? C'est de la rigolade dans la mesure. Écoute, nous sommes constitués en parti politique et nous n'empêchons personne de créer son parti politique. Est-ce que vous voyez? Nous faisons ce que nous pouvons et lorsque vous êtes capable de faire aussi quelque chose, vous n'avez qu'à le démontrer. Mais si vous faites mieux, nous on n'a même pas besoin de discuter. Celui qui fera mieux aujourd'hui pour nous sauver de la situation dictatoriale, mais on lui tirera chapeau. Donc il vaut mieux de faire le travail, de prouver qu'on est capable de faire quelque chose que de faire sortir des mots qui n'ont pas de sens. Il y a Germain Soso, il dit bonjour, voici mes questions. L'ANC est le second parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Si UNIR ne veut rien faire pour booster les réformes parce que cela les arrange, pourquoi vous, à ce jour, après le fameux pas de réforme, pas d'élection, toujours d'actualité, vous ne mobilisez pas les autres formations quitte à vous sacrifier pour l'intérêt général et surtout le bien de la jeunesse actuellement en souffrance? C'est bizarre que je tombe des nuits. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, quand j'entends le raisonnement du Togolais, je me pose la question de savoir où est-ce que nous allons. Pourquoi? Ouais. Parce que, vu la situation que nous avons vécue depuis jusqu'à aujourd'hui, moi je suis dans cette lutte il y a environ 30 ans. Hein. Environ 30 ans que je suis dedans. Les cheveux ont totalement blanchi. Il a fallu les colorer quand on sort de la maison. C'est pour vous dire que le Togolais, je ne comprends pas. Nous n'avons jamais dit sans réforme, pas d'élection. Ah, ça vous l'avez dit. Attends. Vous l'avez dit parce que je vous réponds tout de suite que j'ai reçu Isabelle Améganvi et je lui ai joué le son de Jean-Pierre Fabre où ça a été dit. Non, elle était tombée des nues. Vous l'avez dit. Non, c'est pas ça. Vous l'avez dit. Laissez-moi terminer. D'accord. Je vais déjà faire mes précisions et vous allez comprendre. Oui. Nous n'avons jamais dit que sans réforme, pas d'élection. Surtout à partir après les législatives de 2013. Après les législatives de 2013, nous, à l'ANC, nous l'avons jamais dit. Je crois qu'il parle ici de 2015. Non. De la présidentielle de 2015. Bon, où on a entendu le slogan, pas de réforme. Non, on n'a jamais dit ça. Vous l'avez dit, je vous dis que vous l'avez dit. Je vais vous dire ceci. Vous l'avez dit, j'ai joué ce son-là où Jean-Pierre Fabre dit à Isabelle Améganvi sur ce même studio, dans ce même studio, elle était assise. Non, peut-être vous vous trompez de date. Non. C'est moi qui ai animé l'émission. Je me rappelle encore très bien de cela. Je suis aux affaires politiques de l'ANC. Je suis de très près. Parce que le son que je lui ai joué le jour-là, Jean-Pierre Fabre disait « Est-ce que les prochaines élections ont un sens sans les réformes ?» Non. Bon, écoutez, je ne suis pas là. Parce que moi, je ne m'étais pas imaginé qu'on viendrait sur ça, sinon je vous aurais fait passer le son. Je l'ai encore dans les archives, je pourrais le ressortir pour que les Togolais puissent l'apprécier. Peut-être je le mettrai sur Facebook pour que les gens puissent s'en souvenir. Laissez-moi donner une explication pour que les téléspectateurs... Non, parce que vous êtes affirmatif sur ce que ça n'a jamais été dit. Alors que moi, je vous dis que j'ai passé le son dans cette même émission Un œil sur l'actualité en 2015. Peu avant les élections, j'ai passé le son. Alors, je peux continuer? Allez-y. Bon, je dis qu'avant 2013, avant les législatives de 2013, nous avons décidé, de concert avec les partis politiques de l'opposition, que si les réformes ne sont pas réalisées, nous n'y allons pas. C'est-à-dire, nous n'allons pas aux législatives. Mais malheureusement, les partis politiques membres de l'opposition ont voulu dribbler l'ANC et... Membres de l'opposition? Si, les partis politiques de l'opposition, du moins ceux qui étaient dans le CST et ceux qui étaient dans coalition arc-en-ciel, la coalition arc-en-ciel, certains ont décidé d'aller aux élections sans même informer l'ANC. C'est au dernier moment
que l'ANC a su qu'il y a des partis politiques qui vont déposer leur dossier à la CENI pour participer aux élections législatives. Et c'est à 10 jours de la clôture des dossiers que l'ANC a décidé d'aller aux élections législatives. Nous avons constaté, nous avons déduit que c'était une trahison. Dans ces conditions, malgré tout ce que nous avons fait dans ce pays, la mobilisation des populations, et que nous-mêmes, au sein de l'opposition, ne soyons pas capables de nous dire la vérité, il n'est plus normal que nous perdions le temps à dire si il n'y a pas de réforme, qu'on n'aille pas aux élections. Donc c'était en 2013. Mais ça a été dit quand même. Si des gens l'ont dit, c'était votre président, celui dont je vous parle, c'était votre président Jean-Pierre Fabre. Peut-être que je retrouverai, peut-être que j'irai dans mes archives, je chercherai le son, et je vais l'insérer dans cette émission pour que les gens puissent voir. Il ne peut pas. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il a été candidat. C'était lors d'une marche. Non, mais il a été candidat. Et au cours de la marche, on a lu aussi le fameux slogan sur plusieurs pancartes, pas d'élection. Ah, vous voici. Non, laissez-moi vous expliquer. Et dans l'interview, quand mon collègue Roger Aménian, c'était lui qui était le reporter sur le lieu, lui a tendu le micro, il demande, est-ce que les prochaines élections ont un sens sans les réformes? Voilà la phrase qu'il a dite. C'est la phrase qu'il a dite. Oui. C'est tout. C'est de cette phrase que vous tirez. Il a dit sans élection, sans réforme, sans... C'est ce que ça veut dire. Je vais vous dire ceci. Non, c'est pas ça. C'est ce que ça veut dire. C'est une interprétation. Est-ce que les prochaines élections ont un sens sans réforme? Oui. C'est une question. Alors que les réformes n'ont jamais eu lieu. Mais c'est une question que vous avez posée. Oui, les réformes n'ont jamais eu lieu et il a participé. Je vous dis ceci. C'est vrai qu'on ne refait pas le passé. Non, d'accord, mais il faut apparemment, au niveau de l'ANC, vous êtes les seuls à dire que nous n'avons jamais dit ça, alors que de mémoire de Togolais, tout le monde sait que ça a été dit. Non, nous ne l'avons jamais dit. Après les législatives de 2013, je vais vous dire ceci. Lorsque nous, à l'ANC, lorsque vous êtes en lutte, il faut continuer par tous les moyens. Vous pouvez ne pas avoir la réforme et gagner les élections. La plus ce qui s'est passé en 2015, si la compilation était faite sur la base des procès-verbaux de chaque bureau de vote, Jean-Pierre est élu chef de l'État. Bon, ça, on ne va pas peut-être il est élu chef de l'État. On va pas revenir là-dessus. Ça pour vous dire que... La CENI nous a donné des résultats qui ont été entérinés par la Cour constitutionnelle. Nous avons un président qui s'appelle Faure Esozim Nanyassimbe. Il faut faire très attention. Jusqu'en 2020. Mais M. Faure aussi sait... Ça, c'est vous qui le dites. Sur sa conscience, il sait qu'il n'a pas gagné ces élections-là et qu'il est aujourd'hui au pouvoir par le coup de force. Moi, j'ai reçu d'autres membres de la CENI qui m'ont dit que c'est les résultats des urnes qui ont été proclamés. Non, ben, dommage. Je vais continuer quand même, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on va aborder qui sont tout aussi intéressants. Il y a Jules Sankara Lawson, parlant toujours de l'ANC, qui dit y aura-t-il alternance à la tête de l'ANC après 2 mandats de son président? Pourquoi on est pressé d'avoir une alternance? Je ne sais pas, c'est sa question, hein, sachant que l'ANC est l'invité de l'émission, il pose la question. Hein. Non, pour le moment, nos statuts n'ont pas prévu. Vous n'avez pas de limitation dans les statuts? Non. C'est illimité. Non. Puisque à chaque congrès constitutif, non pas constitutif, à chaque congrès ordinaire, on élu les nouveaux membres. Donc, il n'y a pas de limitation. Donc, probablement, personne ne peut prétendre à la présidence, surtout les jeunes, au niveau du parti, s'il n'y a pas de limitation. Pourquoi pas? Si le président actuel ne peut pas partir au bout de 2 mandats, ça veut dire que les jeunes n'ont pas, les autres n'ont vraiment pas de chance de prétendre. Vous constituez votre liste. Ah, d'accord. Vous constituez votre liste et vous posez votre candidature. Et ce n'est même pas l'élection poste par poste. C'est le président qui est élu qui constitue sa liste. Ah, c'est la liste qui est élue. D'accord. Il y a Darou Lideway qui demande depuis plus de... Non, je crois que sa question est liée au secteur de l'éducation. On va y revenir. Nouridine Agoro, il dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que l'ANC pense de ça ?» Et il donne l'explication. « On va continuer de confisquer notre victoire à chaque élection et toujours les mêmes méthodes de protestation sans effet immédiat et on sera à rechercher une bonne volonté du président sortant qui est un mirage ici chez nous. » Non, au fait, ce que je sais, c'est que tout cela explique le fait que, d'abord, les citoyens togolais, dans leur grand parti, ont confiance à la ANC. Et ils se demandent, mais malgré tout ce que la ANC fait, on ne s'en sort pas. Et il est normal qu'ils se posent la question de savoir, et que faut-il faire pour sortir
de ce carcan-là. Je suis d'accord avec eux, mais ils doivent aussi savoir que l'ANC, c'est un parti politique qui n'évolue que dans les normes constitutionnelles par rapport aux moyens que la Constitution lui offre. Donc, ils n'avaient qu'à prendre leur patience à deux mains et participer aux activités de l'ANC pour aboutir, pour nous permettre d'aboutir à notre objectif. Il y a M. Elvis Vaudou dans Ajavon. Il dit, pourra-t-on imaginer pour les prochaines élections présidentielles une primaire de toute l'opposition afin de désigner son candidat unique qui sera accepté par tous, ou si l'ANC va encore désigner son candidat habituel? Mais pourquoi c'est l'ANC? Mais au fait, c'est tout ça là, les élections de primaire, Oui. ça arrive dans l'évolution démocratique de chaque État. Oui, parce que la France a commencé tout récemment. En 2011, c'est récent. Donc, mais aux États-Unis, c'est très vieux. Ça va arriver, qu'on le veuille ou pas, à une étape de la démocratisation, surtout la démocratisation à la base. Parce que tout ça là vient du fait que les gens ont eu le temps d'appliquer la démocratie à la base, c'est-à-dire dans leur quartier, dans leur village, à tel point que au niveau des partis politiques, c'est facile à exécuter. Donc, c'est possible. Ça va venir. On garde l'espoir. On va changer de sujet, puisque le second sujet de l'émission, c'est la question de la décentralisation. Il y a eu un atelier qui a été organisé du 6 au 8 décembre dernier, qui a rassemblé plusieurs acteurs du domaine, des partis politiques, même des experts sont venus de l'étranger pour partager avec le Togo les expériences qui ont été faites dans ces pays. Nous allons regarder avec votre permission, Monsieur Attanti, le reportage de l'ouverture de cet atelier sur la décentralisation. La décentralisation, un enjeu très capital qui ne se règle pas par un décret, mais par un processus. Le chemin a été littéralement long, mais enfin le Togo a enclenché son processus de décentralisation. Cet atelier ouvert ce jour à Lomé va permettre aux participants d'échanger sur les différentes thématiques qui permettront à la décentralisation d'être enfin une réalité au Togo. Il y a le transfert de compétences, il y a la programmation des élections, il y a le renforcement des capacités des agents. Il y a un problème aussi important, c'est la recherche de financement pour aménager des infrastructures pour accueillir les nouvelles mairies. Il y a la recherche de financement, le mode de financement de la décentralisation des collectivités locales. Et bien sûr, il y a le dernier point capital qui est l'organisation effective des élections. Si pour l'heure, on en sait très peu sur la date des élections locales, la feuille de route pour le processus de décentralisation est en partie exécutée. On a créé des préfectures. Ces préfectures, en fait, c'est pour un meilleur resserrement de l'organisation de l'administration sur le territoire national, pour être plus près des populations. La création des communes. Il y a un projet de loi qui est déjà à l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore voté. La suite des opérations, c'est vraiment de définir les transferts de compétences et le problème de financement. Et aussi d'ailleurs, le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Le Togo veut aussi bien s'appuyer sur l'initiative de ses pays frères comme le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal, qui prennent aussi part à cet atelier national. Le Burkina Faso, le processus qu'il expérimente actuellement date de 21 ans. Nous avons engrangé des acquis, nous avons connu des faiblesses et il était bon que nous venions partager donc ces acquis-là avec nos frères togolais pour permettre que là où nous avons trébuché, eux ils ne trébuchent pas. Là où nous avons eu des acquis, qu'ils puissent prendre ces acquis, les consolider en fonction des réalités locales. En dehors de ces pays ouest-africains, la France, l'Allemagne, la Belgique et aussi la Tunisie apportent leur expérience de décentralisation au Togo. Les dernières élections locales au Togo remontent à 1987, bientôt 30 ans, Monsieur Attanti. Avec cet atelier-là, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir s'est enfin décidé à aller au local? Je suis désolé. Il manque de volonté politique. Encore? Oui.
Pourtant, il y a eu l'atelier. Ça ne veut rien dire. Il manque toujours de volonté politique. Dans la mesure où, au sorti de cet atelier, nous n'avons pas une idée claire de quand est-ce que ces locales peuvent être organisées. Le ministre a aussi fait l'effort de faire quelques scénarios en disant qu'ils ont prévu environ, sinon un peu plus de 4 milliards pour préparer des élections, lesquelles, il n'a pas dit. Est-ce les législatives, est-ce les locales, il ne l'a pas dit. Alors, il propose, ou bien il dit qu'il a reçu de la CENI un chronogramme qui dit qu'il faut environ 2 mois et demi pour renouveler la CENI, 2 mois et demi pour revisiter la loi, 4 à 5 mois pour le recensement électoral, etc., etc. À tel point qu'on atteignait environ 15 mois. Et les 15 mois, déjà, ça tombe en mai 2018. Si en mai 2018, on a les élections législatives et que le chronogramme nous amène encore à mai-juin 2018, on se pose la question de savoir si ils peuvent organiser ou bien s'ils veulent organiser les locales avant les législatives. Peut-être les couplets. Les couplets, je n'en sais rien. Les couplets, je n'en sais rien. Il leur appartient de décider. Donc, rien n'est clair. Donc, dans tout ça, c'est une question de volonté politique. De ces 3 jours d'atelier auxquels l'ANC a pris part, qu'est-ce que vous retenez finalement? Ça veut dire, vous êtes ressorti plus flou qu'avant ou bien vous avez quand même une idée claire de ce qui va se faire dans les prochains mois? Bon, puisque, d'ailleurs, nous n'avons pas une feuille de route réelle. La feuille de route que le ministre de l'administration territoriale a exposée, nous n'avons jamais eu copie. Parce qu'en réalité, c'est à partir d'un document que vous pouvez faire des analyses et faire des projections dans le temps. Alors, nous n'avons pas un document du gouvernement nous disant que voilà ce qu'il pense faire. Mais on est toujours dans le flou. Mais vous avez quand même participé aux discussions. Bien sûr. Qu'est-ce qui a été dit alors? Ça ne sert à rien, ça n'a servi à rien. Malgré l'insistance qui a été faite, nous n'avons pas eu de réaction précise du ministre. Il n'y a pas eu de réaction précise. Donc, il se pose, il dit, bon, il fait ses scénarios, il pense que s'il faut organiser les législatives en 2018, faut-il encore organiser les locales avant 2018? Ou bien faut-il organiser les locales aussitôt après les législatives en 2018? Tout ça là, qu'est-ce que le gouvernement décide? C'est le gouvernement qui doit décider de ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire. Et à partir de cela, nous nous positionnons. Lorsque le gouvernement, lui, ne voit pas clair dans son chronogramme, qu'est-ce que nous autres pouvons faire? C'est ce qui fait que nous disons qu'il n'y a pas la volonté politique. S'il y a une volonté politique, même si le gouvernement décide aujourd'hui, il prend la discussion pour que cela soit fait avant 2018. Et c'est possible. Quand vous parlez de volonté politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté politique de faire les locales ou bien de les faire au plus tôt? Bon, lorsque le gouvernement décide de remplacer les défunts, les personnalités décédées, malades, alitées, tout ça là, dans les délégations spéciales, et pas signer un contrat d'environ 18 mois avec les nouveaux qui vont intégrer les délégations spéciales, vous voyez déjà dans quel schéma le gouvernement se pointe. Est-ce qu'il y a la volonté vraiment d'aller au local? Est-ce qu'il y a la volonté? Le gouvernement veut remplacer, cela veut dire que rétablir les délégations spéciales qui, normalement par rapport à la loi, doivent faire au maximum 6 mois. Oui. Maintenant, on veut les rétablir tout en signant un contrat formel avec eux pour 18 mois environ. Alors, est-ce qu'on a vraiment la volonté d'aller au local? C'est pourquoi je dis qu'il manque une volonté politique de ce gouvernement. Mais à moins qu'on nous cache
des non-dits. Je viens de le dire quand même que la dernière élection locale remonte à 87. Bien sûr, bientôt 30 ans. Ça veut dire qu'on vient de très loin. Ouais. Est-ce qu'on doit se précipiter? Ah, attention. Vous savez, pendant 30 ans, on ne s'est pas préparé. Pendant 30 ans, on ne s'est pas préparé. Cela veut dire que le gouvernement pense qu'il ne trouve pas d'intérêt dans les locales. Je me rappelle dans les travaux en commission, au cours de cet atelier, il y a un responsable venant du ministère, du premier ministère, la primature, qui s'inquiétait que si les collectivités locales doivent leur prendre tout comme domaine d'activité, qu'est-ce qui revenait au gouvernement? Vous voyez? Ouais, c'est une déclaration qui n'a l'air de rien, mais lorsque vous récupérez la déclaration et vous l'analysez, vous identifiez déjà ce que les gens pensent là-bas. Non, mais est-ce qu'il n'y a que là-bas? Parce qu'il y a à d'autres niveaux, par exemple, il y a dans certaines localités, c'est le chef canton qui est tout puissant, et peut-être bientôt il y aura un maire, il va perdre une certaine partie de son pouvoir. Ailleurs, le préfet va perdre une certaine partie de son pouvoir. Donc, il n'y a pas que la primature ou le gouvernement qui a peur. Mais tout ça là, c'est le gouvernement. Oui, mais ça veut dire qu'on ne doit pas aller dans la précipitation, qu'il faut quand même prendre son temps. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Il faut encore 10 ans, monsieur. Non, je ne dis pas, mais devons-nous nous précipiter? Non, parce que ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait les locales. En fait, c'est parce que le gouvernement ne veut pas aller au local. Il faut être clair sur ça. Je suis formel sur ça. Le gouvernement ne veut pas aller au local. Parce que, et même cet atelier qui a été organisé la dernière fois, on a invité des gens. Et puis ça s'est arrêté là. Or, en réalité, il fallait mettre, c'est-à-dire à partir du moment où le gouvernement, par le ministre de l'administration territoriale, pilote lui-même la décentralisation, souvent, les conséquences, c'est ça. Il fallait mettre sur pied une structure très légère pour piloter la mise en place de la décentralisation et que le gouvernement coordonne et puis c'est tout. Comme pour beaucoup de pays l'ont fait. Mais une direction de la décentralisation et la déconcentration qui s'occupe tout court de ça. Il faut tout y rendre compte. Et dans l'organisation de cette direction, il faut faire en sorte qu'il y ait des représentations. Des représentants de la société civile, des partis politiques, et des chefs, tout. Mais à différents échelons. C'est-à-dire que ce qui est fait au niveau national doit être répété ou bien doit avoir de relais au niveau régional, au niveau préfectoral, et ainsi de suite, jusqu'au quartier de ville. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous faites le travail dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'information amène à un travail de concertation, amène à un travail de participatif. Si bien qu'en le faisant, tout le monde est impliqué. Mais si c'est réunir les gens à l'OME pour parler de décentralisation, quand est-ce que les populations vont-elles s'en approprier? Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un espoir qui est né à la suite de cet atelier? Je vous pose la question parce que je me rappelle au moment de cet atelier, il y avait dans la salle plusieurs personnes. Quelqu'un m'avait envoyé un message où il dit « Il est vrai que nous n'avons pas eu la date des élections locales, mais sachez qu'elles pourraient être organisées en 2017. Prions pour que cela soit possible. » Donc cette personne était assez enthousiaste. Est-ce parce qu'on vous a donné des raisons de l'être? Non. Le ministre il dit qu'il a prévu 4 milliards. Et c'est lui-même, c'est ce ministre lui-même qui a donné un chronogramme qu'il a reçu de la CENI. Et que le chronogramme nous amène à 2018. Là, ça veut dire que c'est plus sa faute. Non. L'institution qui organise les élections. Quand je parle de décision politique, cela veut dire... Elle ne peut quand même pas mettre le feu au fait. Ce chronogramme peut être aussi un chronogramme mécanique. Dans l'organisation, on peut voir dans quelles conditions on peut ramener les délais pour que ça soit réalisé peut-être en 2017. Donc c'est pour dire que, bon, il leur appartient de prendre la décision. Alors, donc, finalement, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas grand-chose. Mais ce que je vais vous rappeler,
lorsque le gouvernement dit créer 112 communes, oui. Ça, c'était quand même des propositions concrètes qui ont été faites par le gouvernement. Ça, c'est une proposition concrète. Alors maintenant, qu'est-ce que vous dites de ça? Mais, je vais vous donner quelques chiffres là. Lorsque le gouvernement crée, par exemple, parce que la création des communes a une base. La base, c'est la démographie. Oui. On peut créer une commune de 500 personnes. Bon, c'est tant mieux. On peut créer une commune de 1000 personnes. C'est tant mieux. Mais cela doit être justifié. Mais en le faisant, il faut tenir compte de certains éléments sur les communes qui ont 500 000, 1 million comme démographie. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous prenez les 112 communes proposées par le gouvernement, je constate que la répartition est un peu unique. Je rappelle que maintenant la notion de commune rurale, commune a été bannie. Oui. C'est des communes tout court. Ils optent pour ce qu'on appelle la communalisation intégrale. C'est-à-dire que c'est tout le territoire national qui est communalisé. Oui. Donc du nord au sud. Alors, les 112 communes, nous, notre problème, c'est que nous avons les 3 niveaux de décentralisation avec, je crois, 35 chefs-lieux, non, 39 chefs-lieux de préfecture, dont 30 sont opérationnels comme préfecture décentralisée. Nous avons environ 35 communes, dont 21 sont opérationnelles. C'est-à-dire que vous avez un tout petit nombre de communes que vous n'arrivez pas à opérationnaliser, à rendre opérationnel. Vous n'arrivez pas à donner les moyens à ce petit nombre de 30, 35 pour être vraiment fonctionnel. Maintenant, vous amenez à 112. Est-ce que vous aurez les moyens d'assister ces communes? C'est là le débat. Il ne s'agit pas de dire que... Alors maintenant, là, sur ce que vous proposez, c'est 35 communes, c'est ça? Nous, actuellement, nous disons qu'il faut tenir compte de l'existant. Partir petitement avec l'existant. Et peut-être 5-10 ans après, on fait le bilan, l'évaluation, on constate qu'on a encore les moyens, on évolue. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous comprenez que sur le terrain, par exemple, il y a des frustrations à certains niveaux. Par exemple, qu'il y a des villes qui sont plus grandes, qui dépendent, dont d'autres dépendent. Et celles qui dépendent de ces villes aussi demandent à devenir des communes et tout ça. Il faut aussi tenir compte de toutes ces subtilités-là sur le terrain. Non. Vous savez, bon, est-ce qu'il faut créer la commune pour faire plaisir aux gens? Peut-être, si ça va permettre d'éviter les conflits après. Ah bon? Bon, au fait, et les préfectures qui existaient, il faut... Bon, je ne sais pas. Non, c'est pour dire que techniquement, c'est quand même une question assez compliquée qui doit tenir compte de beaucoup de paramètres. Lesquels paramètres? Le paramètre le plus important, c'est les moyens financiers. C'est tout. C'est les moyens financiers. Le paramètre le plus important, c'est les moyens financiers. Vous n'avez pas à satisfaire 2 enfants, vous le faites 50. Vous voyez la conséquence? C'est que nous allons prendre une décision qui, au bout du rouleau, va nous créer plus de problèmes qu'on en avait. Nous aurons plus de problèmes qu'on en avait. Mais libre à eux. Mais c'est ça les conséquences. Il ne faut pas l'éviter. Un autre problème, c'est que la création des communes sur la base de cantons ou bien regroupement de cantons, ça c'est encore un autre problème. Parce que ça là, ça amène, au lieu de nous amener à la communautarisation, qui est bon pour la décentralisation, ça nous amène ailleurs. Ça nous amène ailleurs. Ça amène à ce que nous appelons plutôt... bon, je vais oublier, je vais vous rappeler le terme. Mais ça développe le tribalisme. Ça développe le tribalisme. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, il peut y avoir des populations d'une même commune qui ne se reconnaissent pas dans la même culture, etc. C'est ça? Oui, c'est que
quand vous prenez une commune où vous avez deux cantons qui sont de trucs là différents, et lorsque une communauté minoritaire, membre de cette commune, a des problèmes avec les autres, la communauté minoritaire, ça c'est plutôt le communautarisme. Le communautarisme développe plus le tribalisme. Parce que vous avez constitué les communes sur la base des communautés. Oui. Uniquement sur la base des communautés. Et là, lorsqu'il y aura un autre groupe, une autre communauté minoritaire, dans cette commune-là, cette communauté aura des problèmes avec les autres communautés qui sont majoritaires. Mais il faut aussi apprendre le vivre ensemble. Non, attention. C'est pas facile à gérer. Nous sommes en train de construire une nation. Non, en fait, c'est que le pouvoir, en le faisant ainsi, techniquement, donne plus d'audience au développement du communautarisme. Parce que les gens qui auront l'aptitude à défendre leur canton le feront au détriment de la commune. Ils le feront au détriment de la commune. Donc, vous développez plus le communautarisme que la communautarisation. Mais là, c'est les élus locaux qui doivent jouer un rôle d'intégration. Mais là où le bas blesse, c'est que le chef canton qui a un pouvoir, qui est un délégué du pouvoir central, c'est une forme de pouvoir déconcentré. Le chef canton est un pouvoir déconcentré, puisque c'est un relais du préfet. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre les élus de la commune et celui qui a le pouvoir déconcentré, qui est à l'intérieur de la commune? Il y a problème. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi nous autres, à la ANC, nous disons que la constitution même des communes sur la base d'un ou bien de regroupement de cantons va créer plus de problèmes. Il y a lieu, bien sûr que les cantons peuvent exister, de faire fi de l'existence des cantons et de créer plutôt les communes sur la base des quartiers de villes et des villages. Est-ce que vous voyez, techniquement, lorsque vous créez les cantons sur la base des quartiers de villes et de villages, et il n'y a plus, vous ne développez pas vous-même le tribalisme. Je vous donne un autre exemple. Lorsque je constate que, à Lomé par exemple, le ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale aujourd'hui, se permet de donner des arrêtés à des compatriotes togolais comme chef Kabié à Lomé. Hein? Le ministre, c'est-à-dire le gouvernement, donne un arrêté à un compatriote Kabié à Lomé ou bien à Goué ou bien quelque part là. Mais ça là c'est grave. Il y avait un cas tout récemment. Il y a un cas tout à l'heure, tout récemment. Mais un chef a un territoire. Bon, mais si on suppose que les ressortissants de cette communauté sont nombreux dans le milieu. Ils peuvent créer leur association. Ça, c'est dans le cadre de la liberté d'organisation associative. Ils peuvent créer leur association. Mais il ne revient pas au ministère de donner un arrêté, un moment, un chef, il nomme le chef sur quel territoire. Mais le pouvoir, le régime est en train de développer le tribalisme. Mais aujourd'hui, il n'apprécie pas la chose. Mais demain, quand ça va éclater, vous ne pourrez pas supporter. Vous êtes chef sur un autre territoire. Vous êtes chef sur le territoire d'Agoué. Mais vous allez créer des problèmes. Et le chef d'Agoué, il est chef sur quel territoire? Un chef a toujours un territoire. Mais c'est grave. Donc, revenons à la communalisation. C'est pour dire que le gouvernement n'a pas à avoir peur des charges. Le gouvernement a à prendre ses responsabilités pour définir les limites des nouvelles communes à créer sur la base des villages et des quartiers de ville. Nous ne disons pas qu'il faut dissoudre, faire disparaître les cantons. Mais par principe et dans les normes, dans les tests, qu'on dise que telle commune a été créée de temps en passant par tel village, tel quartier, regroupement. Là, vous limitez les classes. Voilà des aspects sur lesquels... Mais le gouvernement semblait dire par le ministre de l'administration territoriale, de là, c'est encore très grave. Lorsqu'il dit que chaque commune aura un siège d'un député. Cela veut dire qu'aujourd'hui,
Nous passons de 91 à 112 députés. Pour ce petit pays. Pour ce petit pays. Mais, pour moi, ce n'est pas le chiffre qui m'intéresse. Mais sur quelle base? Sur quelle base? On peut donner un député à une commune de 400 personnes et donner un député à une commune de 5 000 personnes. Ça là, mais il faut que le gouvernement fasse l'effort de faire des choses dans les normes. On ne peut pas continuer par faire taper la tête des compatriotes du Nord contre les têtes des compatriotes du Sud. C'est-à-dire que le gouvernement, en faisant tout ça là, développe, je le répète, parce que il faut crever le mal. Lorsque nous empêchons de dire la vérité, mais ça va nous suivre. Le gouvernement développe le tribalisme. Le gouvernement développe le tribalisme, il faut le dire. Vous allez voir, les 112 préfectures, les 112 communes, lorsque dans les savanes, il y a 15 communes pour une population de 828 000 habitants environ. Dans la Kara, 21 communes pour une population de 769 940 habitants environ. Dans Agouenivé, avec 419 649, 6 communes. Hein? Dans Golfe, avec une population de 1 145 000 et quelques habitants, 6 communes. Vous voyez, on me dira que dans les plateaux, 2 599 000 avec 32 communes. Ça ne tient pas la route. Que le gouvernement évite de faire des schémas qui aboutissent aux résultats tels que vous allez aux élections, il y a une partie qui a 1 150 et quelques mille votants, ou bien 1 150 et quelques mille voix, hein, qui a à peu près 20 et quelques députés à l'Assemblée nationale, au moment où un autre groupe qui a à peine de 800 900 000 voix a la majorité, la majorité, comment vous appelez ça, la majorité absolue. Mais que le gouvernement évite de se comporter ainsi. On ne peut pas continuer avec ça. Manipuler les chiffres, c'est-à-dire faire en sorte à équilibrer la chose entre le nord et le sud, mais ça va nous amener des problèmes. Ça va nous amener des problèmes. Cette histoire de 112 communes, avec près de 112 députés, et tel que le découpage électoral, territorial a été fait, mais c'est unique, c'est injuste. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer avec ça. Le gouvernement tente toujours d'équilibrer le nord avec le sud, ce qui est mauvais. Tout le monde est dans le sud. Tout le monde, toutes les ethnies sont dans le sud. Qui n'est pas dans le sud? Toutes les ethnies sont dans le sud. Qu'est-ce que le gouvernement a à vouloir équilibrer les préfectures et les communes entre le nord et le sud? Ce n'est pas normal. Nous poserons la question au gouvernement lorsque le ministre de l'administration territoriale acceptera de répondre à notre invitation. Oui. Je reviens aux questions des internautes qui également participent à cette émission. Donc la question de Germain Soso maintenant sur le sujet que nous développons. Il dit: vous avez pris part à l'atelier sur la décentralisation et les élections locales très prochainement. Quel sera votre choix si vous devez faire des listes au local? Positionneriez-vous les jeunes de votre parti ou, comme on le dit, par manque d'expérience, vous allez positionner les anciens n'étant pas à l'Assemblée? Voilà sa question. Quand est-ce que vos jeunes auront alors de l'expérience? Voilà, donc ce qu'il veut comprendre, est-ce qu'au niveau de l'ANC, pour les prochaines élections locales, on positionnera des jeunes pour qu'ils puissent apprendre à jouer les responsabilités, le rôle de responsabilité? Vous pensez que c'est l'ANC qui est responsable de la situation là? Non, je interprète sa question. Non, je réponds de manière générale. Oui. Bah, en réalité, c'est le pouvoir en place qui ne veut pas organiser les locales. Si depuis 30 ans, le pouvoir en place organiser les locales, il faut voir le nombre de jeunes qui allaient défiler au niveau des têtes des municipalités. Ce n'est pas de la responsabilité de l'ANC. Nous avons tellement... Vous-même, vous connaissez bien l'ANC. C'est un parti des jeunes. C'est un parti des jeunes. Donc, et d'ailleurs, en 2013, le pouvoir a fait croire qu'il allait organiser les élections. Nous avions nos listes partout, sur toute l'étendue du territoire national. Mais malheureusement, on n'a pas été aux élections locales.
Et encore, il y a une semaine ou bien 2 semaines, nous sommes encore en train d'actualiser les listes. Maintenant, quelle liste pour quel local? Pour quelle élection locale? Quelle liste? Moi, ça m'amène à vous demander, est-ce que vous avez quand même des gens à positionner Oh là là! qui ont la compétence, hein, parce qu'il ne faut pas positionner n'importe qui pour après se rendre compte qu'il ne joue pas son rôle. Qu'est-ce que vous n'attendez par compétence? Les gens quand même qui ont été formés à l'université, qui ont été formés dans les centres de formation professionnelle, qui sont sortis de l'École nationale d'administration, on en a. Et attention aussi, il n'est pas dit que c'est ceux-là qui ont fait les études universitaires qui peuvent bien gérer. C'est ça aussi les exemples sont là à côté. Hein. Les exemples sont là à côté. Ils sont bardés de diplômes. Ah oui, le foot dans la gestion, c'est la catastrophe. Donc c'est pour vous dire que les gens ont l'aptitude, parce qu'il suffit de les accompagner. Hein? Quelqu'un qui a fait ses études jusqu'à quoi de 3e, s'il veut bien faire, il fait bien. Il sollicite les conseils qu'il faut. Et il ne marque le pas. Par rapport à celui qui est sorti de l'université, qui sait tout faire. Vous savez, les conséquences sont toujours dramatiques. Ça, dernière question. Peut-on dire aujourd'hui, avec votre dernière participation à l'atelier, que les temps ont changé à l'ANC? C'est-à-dire? Je comprends que sa question, c'est pour dire que vous avez l'habitude de tout bouder et que maintenant, vous avez participé. Non, au fait, l'ANC dit être prête à discuter, à échanger. Mais lorsqu'on veut nous prendre pour des clients, on dit non. On veut nous prendre pour des gens irréfléchis, on dit non. C'est ça. Sinon, habituellement, on participe. Voilà. Donc, c'est ça. Je crois qu'on en a fini aussi avec ce sujet. On va venir, hein, puisqu'on a encore, je crois, 12 ou 13 minutes, au dernier sujet qui concerne la grève lancée par 4 syndicats. Je vous avoue, monsieur Atlantique, que si vous regardez un peu, je me demande si on a réellement eu un premier trimestre, hein, avec tous ces mouvements de grève, les élèves qui étaient dans la rue, qui sont allés déloger leurs camarades du privé, etc., parce que les enseignants réclament des primes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Au fait, est-ce que la question mérite même d'être posée? Parce que c'est une situation que nous vivons. Et votre question, c'était quoi? Bon, qu'est-ce que vous pensez de ces grèves, de ces revendications des syndicats, des enseignants? Est-ce que la loi permet, autorise... Ça, c'est légal, hein? La grève, elle est légale. Elle est légale. Mais est-ce que les syndicats aujourd'hui, ou bien les enseignants aujourd'hui, ne sont pas trichés dans la répartition des moyens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais qu'est-ce que les syndicats réclament? Ils réclament ce que nous appelons les frais de salissure, les craies, tout cela. Ils réclament les primes de logement et les primes de nuit. Mais est-ce que ça là, c'est extraordinaire? Moi, j'ai été même surpris que on pose la question au ministre, à un ministre du gouvernement. Et là, ce n'est pas n'importe qui. Qu'il soit incapable de nous dire ce que coûte, ce que demandent les syndicats, les travailleurs. Le ministre n'a pas été capable d'évaluer ce que ça coûte financièrement les revendications des travailleurs. Mais comment... Peut-être que le gouvernement n'est pas dans la logique de céder à ces revendications. Même si vous n'êtes pas... Mais là, il va négocier comment? Comment le ministre peut-il négocier? Vous n'avez pas une idée de ce que vous devez investir pour pouvoir faire une analyse, dire, ah, les moyens que nous avons ne nous permettent pas de faire ça. Vous n'avez aucune idée et vous allez négocier comment? Mais monsieur Atlanti, il y en a qui pensent que les enseignants en font trop. Parce que certains disent qu'un enseignant togolais, quand vous le prenez par rapport à un passé récent, quand on vous montre 2 bulletins de paye, leurs conditions se sont nettement améliorées. Non. Et que je vais terminer ma question. Ce ne sont pas les seuls fonctionnaires. Le Togo a plus de 50 000 fonctionnaires. Et nous avons au moins presque 7 millions d'habitants. Il y a beaucoup de personnes à satisfaire aussi. Je vous dis ceci. Hein. Ceux qui disent ça, les personnalités qui disent ça, ne savent pas ce qu'on appelle la souffrance. Des gens qui sont issus eux aussi. Non. Oui, il y a des gens qui sont eux aussi issus de pauvres familles. Oui. Mais qui ont été récupérés très rapidement par le régime en place. Et ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont grâce au régime en place. Et depuis
qui sont allés à l'extérieur, sont rentrés au pays, sont toujours au gouvernement. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la souffrance. Ils ne savent pas ce qu'on appelle difficulté financière. Mais changer dans quel sens? Par rapport au coût de vie actuel, combien gagne le fonctionnaire togolais? Et puis encore, combien gagne l'enseignant ici au Togo? Faites une comparaison avec dans la sous-région. Est-ce que c'est le Burkina Faso? Les budgets ne sont pas les mêmes. Les réalités économiques non, le problème n'est pas là. Il faut tenir compte de l'homme. Il faut mettre l'homme au centre de cette décision. Est-ce que c'est pas ce qui est fait? Parce que là, c'est les enseignants qu'on voit quand même. Mais je l'ai dit, il y a 50 000 fonctionnaires au Togo. Les médecins sont là, il y a d'autres, l'administration elle est là et tout. Est-ce qu'on va tout donner aux enseignants et oublier les autres? Quel est le tout qu'on donne aux enseignants? Monsieur Niaoui, permettez-moi de vous dire ceci. Vous voyez comment les milliards qui sont partis la dernière fois dans ce sommet. Mais on ne peut pas avoir ces problèmes-là, et distribuer à qui venant des milliards du pays, les milliards du contribuable togolais. Le problème des enseignants n'est pas un problème d'aujourd'hui. Le problème des enseignants n'est pas un problème d'aujourd'hui. Ça doit être clair pour tout le monde. Mais ceux qui disent qu'ils ne vont pas négocier avec les enseignants, c'est à leur risque. C'est à leur risque. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est l'enseignement qui est la base de tout. Qu'ils ne le veuillent pas. Ils ont à négocier avec les enseignants. Qu'ils ne le veulent pas, s'il ne le faut pas aujourd'hui, ils le feront demain. Je reviens à la question de Darouli Dewe qui dit « Depuis plus de 3 ans, le secteur de l'éducation au Togo est gangréné par des troubles par-ci et par-là. Jusqu'alors, l'opposition togolaise ne fait rien pour aider ces syndicats des enseignants. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ces revendications n'ont pas leur raison d'être ?» Est-ce que la personne sait ce qu'elle dit là? Les enseignants, l'opposition ne fait rien pour aider les enseignants. Qu'est-ce que l'opposition a fait pour aider les enseignants? L'opposition n'avait qu'à intervenir pour voir est-ce que les revendications des enseignants sont légitimes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons constaté que ces revendications sont légitimes. Lorsque, en 1975, comment vous appelez ça, 75. En 1975. Je n'étais même pas encore né, donc c'est difficile que je sache ça. Il y avait une évaluation du système éducatif au Togo qui avait pris acte de cette décision, c'est-à-dire qu'on devait intégrer sur la fiche de paie des enseignants le logement jusqu'à la retraite, les primes de salissure et les primes de nuit. Ça date de 75. Depuis 1975, les réformes de 1975. En ce moment-là, les ministres étaient à 500 000 francs. Les ministres du gouvernement étaient à 500 000 francs. Aujourd'hui, à 2 millions qu'ils seront, ou bien qu'ils sont aujourd'hui, en dehors. C'est pas les chiffres que nous avons. Mais c'est important. Non, c'est important aussi. Parce que je me rappelle sur la question du salaire, si on peut l'appeler de ministre, il y a eu l'ancien premier ministre Koko Kofigo qui a réagi, puisque c'est lui qui, dans les années 92, a fixé le salaire à 700 000. Il dit à sa connaissance, ça n'a pas bougé. Non, ça a bougé. Ça a bougé. Ça a bougé. Ça a bougé. Parce que vous êtes dans l'ordre de 2 millions. Oui, je dis, mais je sais de quoi je parle là. Alors, prenez le budget qu'ils sont en train d'étudier aujourd'hui dans la commission à l'Assemblée nationale. Vous verrez de quoi je parle. Dans quelle proportion le salaire des membres du gouvernement a augmenté et dans quelle proportion le salaire des enseignants a-t-il aussi augmenté? C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, lorsque vous ne prenez pas ces éléments en compte, c'est que vous pouvez faire une bonne analyse. Et puis, aussi, le gouvernement qui dit que bon, les enseignants là peuvent aller se cacher quelque part et que lui, il recrute des enseignants. Bon, le ministre Bawara l'a dit sur une radio, c'est pas pour les renvoyer qu'il faut encore de nouveaux enseignants pour le système éducatif togolais. Non. Il faut éviter de faire en sorte que l'on voue aux gémonies les enseignants. Se comporter ainsi, faire des déclarations dans ce sens-là, c'est vouer les enseignants aux gémonies. Mais attendez, est-ce que là, quand on regarde par exemple la situation actuelle où le gouvernement apparemment ne semble pas décider à céder, est-ce que quand on fait la comparaison avec vous, si un jour vous étiez aux affaires, ça veut dire que vous céderiez à toutes les revendications c'est parce que sociales? Ce que je dis, vous ne pouvez pas avoir les moyens financiers pour régler le social
et qu'au même moment, vous utilisez ces fonds-là à d'autres fins inutiles. Ça, c'est clair. Je veux en venir maintenant, puisque le temps est Nous, aux affaires, nous ne le ferons pas. La question de cet internaute, il dit, c'est Joël Alossé, je crois, il dit, on remarque qu'en ce qui concerne les conditions de vie des concitoyens, des citoyennes et citoyens du pays, l'ANC ne réagit pas vraiment. Mais s'il s'agit de ce qui va venir comme profit au parti, on est prêt à y mettre toutes ses forces. Non. Mais vous croyez que l'ANC ne réagit pas? Les contacts que prend l'ANC dans ce sens, ce n'est pas tout qu'on dit publiquement. Mais de toutes les manières, le parti politique a ses responsabilités. Le parti politique il n'appartient pas au parti politique, il n'appartient pas à l'ANC, plus encore au chef de file de l'opposition, de prendre la décision que le gouvernement doit prendre. Oui. C'est le gouvernement. On appelle. Vous prenez le gouvernement avec les enseignants. Donc c'est tout ce que le parti ou bien le chef de file de l'opposition peut faire. Le parti n'a pas d'effort quelque part pour aller régler le problème des enseignants. C'est ça. Le parti prend une position par rapport à la situation et voilà, fait des propositions. Et c'est ce que nous avons fait. Ça s'arrête là. Il faut faire la différence entre le parti politique et au gouvernement. C'est deux choses différentes. Voilà. Peut-être ce qu'il est en train de dire, c'est que quand même sur un certain nombre de questions qui touchent directement à la vie des concitoyens, entendre les partis prendre le devant. Par exemple, je vous donne l'exemple de ce comité ad hoc qui a encore été mis sur pied pour la gestion des fonds de la prochaine CAN. Alors que les Togolais crient depuis 2013 pour avoir les comptes de la CAN qu'un premier ministre du gouvernement nous a promis et qui ne sont jamais venus. Mais voilà la situation togolaise. Est-ce que vous ne pensez pas... Moi, je ne peux pas être dans un gouvernement qui n'a pas pu rendre compte de la gestion de fonds pour les mêmes CAN et revient aujourd'hui faire encore une autre proposition au Conseil des ministres pour que les gens leur donnent encore de l'argent. Je vais démissionner de ce gouvernement. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Peut-être que démission n'existe pas. Ouais. Non. Ah, vous n'avez pas trouvé les gens qui peuvent démissionner. Je vais démissionner de ce gouvernement. Je ne resterai pas dans ce gouvernement. Je sortirai pour dire au gouvernement de faire le point. Mais ce n'est pas possible. Les gens, tout auront bu. C'est ça, non? Tout auront bu. On se permet encore de dire au fort Conseil des ministres qu'il faut aider. Mais et les milliards qui sont utilisés au sommet, nous ne parlons que de sommet. En tout cas, on voit sur les réseaux sociaux se développer des hashtags et tout pour dire pas de compte de CAN, pas de fonds pour la CAN et tout. Est-ce que tout ça, c'est pas quand même de mauvaises énergies qui vont accompagner les éperviers? Parce que si le pays ne vous porte pas, parce que les gens attendent depuis 2013, ils n'ont pas les rapports, on leur demande encore, on va appeler avec nos portables, ils vont nous prendre des fonds, on va acheter le ciment, la bière et tout ça, ils vont nous prendre. Est-ce que c'est pas de mauvaises énergies parce qu'ils disent qu'ils ont les moyens. De mauvaises énergies qui vont accompagner les éperviers. Qui est responsable? C'est le gouvernement qui est responsable. Et quand on parle du gouvernement, c'est fort civil. Quand on est incapable de gérer le pays, on démissionne, on s'en va. On laisse. Jusque-là, il n'a pas dit qu'il est incapable. Il est incapable dans la mesure. Il n'a pas dit, c'est vous qui le dites. Ça, c'est l'incapacité. Ça, vous êtes de l'opposition. On s'imagine que ça, c'est l'incapacité flagrante du chef de l'État à gouverner. Et qui gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas demander de l'argent aux compatriotes. Prélever de l'argent sur les produits aux compatriotes sans pouvoir faire le point. Et on le dit depuis plus de 2-3 ans, depuis Aoumé Zouno, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais est-ce que nous avons un chef d'État? Bon, peut-être que nous sommes le 25, peut-être avant le 31, on nous fera le cadeau de nous faire le mais quel cadeau? Personne ne... Non, quand même, monsieur Naoui. Non, c'est malheureux. Ça, c'est démontrer les capacités de gouverner. Bon, ça c'est vous qui le dites, je le répète encore. Mais vous voyez ce qui est encore grave? Les syndicats sont en grève. Le chef de l'État voyage. Je n'ai jamais vu ça. Oui, mais il a un agenda. Ah, j'ai vu des chefs d'État, j'ai connu des chefs d'État, lorsqu'il y a crise dans leur pays, ils ne voyagent pas. Ils s'excusent. Il a un agenda. Quel agenda? C'est un agenda international. Oh là là, je suis désolé. Je suis désolé. Ça veut dire que mais les enseignants, eux aussi, doivent pouvoir tirer le son. Un pouvoir qui vous hégémonie, qui ne vous considère pas, vous devez tirer toutes les conséquences. Parce que parmi eux, ces enseignants eux-mêmes, pendant les élections, ils participent
à la manipulation des chiffres aussi. N'oubliez pas aussi qu'il y a déjà eu des syndicalistes de renom qui sont devenus ministres et qui sont maintenant motus bouche cousue. Mais là, c'est pourquoi je dis que tout à l'heure, au début de notre discussion, vous disiez qu'il fallait s'excuser tout simplement. Et puis, chez moi, pour moi, le fait, c'est aller à la rivière. C'est-à-dire que, bon, vous avez besoin d'argent, vous rentrez dans les rangs. Ça ne se pose pas aussi parce que depuis 2 ans, près de 2 ans, vous n'avez plus de salaire. Mais nous vivons. Plus comme avant. Non, en fait, je suis consultant. Même si ça ne tourne pas comme hier, mais j'ai le minimum pour vivre avec mes enfants. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir de grosses voitures. Une maison à étage. Ça c'est vrai, moi j'en ai une toute petite. Alors, mais ça me permet de rouler déjà. Donc, ma personnalité est si importante que je ne vais pas à la rivière. Hein? Quand je ne suis pas d'accord, je dis non, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Parce qu'il faut faire en sorte que il faut servir d'exemple. Il faut respecter ce qu'on appelle les valeurs humaines. D'accord, je vais maintenant mettre fin à l'émission puisque le temps qui m'est donné est terminé. Patrick Kedema-Balou Atanti, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Et seul le Seigneur peut nous aider à vous remercier. J'avoue que ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas de sponsors. Depuis, lorsque nous cherchons des sponsors, si on est sur l'actualité, les gens nous disent « Ah oui, c'est une belle émission, c'est bien suivi, mais c'est politique. » Donc, personne ne veut mettre son entreprise là-dessus. Nous essayons tant bien que mal de maintenir la barque à flot. Ça viendra. Espérons. Inch'Allah, comme disent nos amis musulmans, vous êtes le secrétaire national des affaires politiques de l'ANC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous également qui êtes restés en notre compagnie pendant ces 90 minutes. Un œil sur l'actualité est terminé. On se retrouve ensemble sur Facebook Samuel Niaoui, sur YouTube. Cette émission sera en ligne dès ce lundi pour nos collègues, nos concitoyens de la diaspora également qui nous ont suivis sur www.lcftogo.com. Moi, je vous retrouve le dimanche 1er janvier 2017 prochain.